Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Eh oui, il y a une place pour nos idées et pour les idées de Philippe Murer, qui est économiste, qui travaille dans le secteur de la finance de marché, qui est auteur en 2013 avec Jacques Sapir de la note de la fondation Res Publica sur les scénarios de sortie de l'euro. Et il a publié ce livre, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Clémence. Justement, on parlait de la crise Covid et vous poussez quand même un j'accuse. Vous dites que tout ne s'est pas passé comme on nous l'a annoncé, comme le gouvernement nous l'a annoncé. Non, c'est cette crise et même cette façon de soigner, de soigner ou plutôt de ne pas soigner les Français est un scandale total. Il faut quand même rappeler que depuis 1 an et demi, en fait, on interdit de soins les Français contre, paraît-il, une maladie qui est très dangereuse et qui centre toute l'attention du pays. Alors pour préciser peut-être de traitement. On interdit les médecins de prescrire, on les interdit de traitement. On a d'ailleurs récemment, j'en parlais avec Jean-Louis dans la salle d'attente, le docteur Théron en Polynésie, qui a été arrêté, qui est en garde à vue. Alors il y a eu une bisbille avec l'ordre des médecins, mais surtout ce qu'on faisait, c'est qu'on lui mettait une pression parce qu'il soignait avec l'hydroxychloroquine des patients. Tout à fait, avec le protocole Raoult. Seulement, il est aussi question que le professeur Théron ait eu été violent avec la police et d'autres. Mais bon, voilà. Surtout, en fait, il y a des huissiers de l'ordre des médecins qui sont venus chez lui. On a vu les vidéos terribles. Voilà, parce où que il s'est fait traîner. Et puis des gendarmes et des huissiers qui sont venus parce qu'ils soignaient. Je veux dire, des gens qui soignent et qui donnent leur vie et qui sauvent des vies, ce n'est pas possible. Puis il y a eu le sabotage aussi des essais scientifiques. Et c'est là où je pense que le gouvernement Macron prend des risques énormes avec la justice et M. Véran. Parce qu'en fait, ils disent l'hydroxychloroquine, ça marche pas. Ah bon, Raoult soigne des gens depuis 1 an. Le recul est quand même immense et c'est le plus grand scientifique. Il y a quand même maintenant des études chinoises qui ont prouvé la réussite justement de ce protocole Raoult, on va l'appeler comme ça. Il y a 250 études effectivement qui montrent que le protocole marche contre une dizaine qui montrent que ça marche pas. Et avec des gens qui ont des conflits d'intérêts. Dont certaines études qui ont été obligées de reculer, de faire un peu marche arrière, puisqu'on se rappelle notamment du Lancet et qui était un faux en fait. Qui était un total faux. Et Olivier Véran n'est pas revenu là-dessus d'ailleurs, il n'a pas fait de contre-annonce. On voit que tout ça est manipulé puisque Olivier Véran a arrêté tout sur l'hydroxychloroquine à partir du moment où il y a la fausse étude publication de la fausse étude du Lancet qui est retirée quelques jours plus tard et là Véran ne remet pas. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en plus, ce qui est très grave, c'est qu'ils ont interdit les essais scientifiques en France. Ils ont commencé à les lancer avec Discovery parce qu'ils étaient obligés. Ils ont arrêté l'essai français Discovery qui montrait que l'hydroxychloroquine... Discovery d'ailleurs n'appliquait pas totalement le protocole du professeur Raoult. En plus, il l'avait mis Discovery, effectivement, cet essai sur des cas graves de Covid, en espérant que ça ne marche pas, probablement. Et ça marchait, ça fonctionnait, ça donnait 25% d'espérance de vie, ça sauvait 25% des malades. Et Véran l'a arrêté. Avec l'étude du Lancet, il ne l'a jamais repris. Donc on voit qu'il y a une façon de ne pas vouloir de soins, la prévention par les vitamines et le zinc qui booste le système immunitaire selon les scientifiques et les médecins n'a pas été utilisée. L'ivermectine. On aurait pu sauver des vies. L'ivermectine. J'ai écrit personnellement, j'ai travaillé à ce que Asselineau, Dupont-Aignan et Philippot écrivent une lettre à Véran en janvier 2021 pour lui demander des essais sur l'ivermectine. Que nous a-t-il répondu ? Oui, c'est intéressant, on va voir ça et on vous revient. Eh bien, 9 mois après, il n'a fait aucun essai sur l'ivermectine. Et en revanche, on a vu des vidéos de médecins absolument démoralisés en EHPAD d'avoir fait leur travail de cette manière, plutôt que de donner une chance de soigner des malades de 80 ans qui avaient toutes les chances d'y passer parce qu'ils avaient le Covid. On les a directement euthanasiés avec le Rivotril. Donc vraiment, ce gouvernement, pour moi, alors je le dis personnellement, a du sang sur les mains en ayant eu cette attitude. Et tout ça n'a pu passer que parce qu'il y a eu une propagande énorme dans les médias de masse. Évidemment, pas dans les petits médias ou les radios comme ça, comme Radio Courtoisie, mais dans les médias de masse, une censure d'Internet et même une censure des plus grands médecins, puisque Monsieur Perron aussi a été viré de sa chefferie à l'hôpital de Garches, alors que c'est un des plus grands scientifiques français infectiologues. Il était numéro 2 de la vaccination. On peut parler d'ailleurs des stratégies de décrédibilisation. Tous ces grands professeurs qui étaient tous très reconnus sont aujourd'hui tous on va le dire, des parias, des fous, des gens qui ont des problèmes psychologiques. C'est aussi comme ça qu'on le justifie. Professeur Perron, on nous fait glisser qu'il n'était plus à la hauteur, alors qu'il était encore chef de service l'année d'avant. Enfin, oui. Vous vous rendez compte, il était numéro 2 pour l'Organisation mondiale de la santé de la vaccination en Europe.
Donc déjà, c'est pas un anti-vaccin et c'est quelqu'un qui a un CV, j'ai regardé son CV, long comme le bras. Et on le décrédibilise. Certains ont même été envoyés en hôpital psychiatrique ou en expertise psychiatrique. C'est assez stalinien comme technique. Quand on commence à juger sur le niveau psychiatrique. Tout à fait. Oui, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais l'heure arrive aussi au procès. Vous n'avez pas confiance à la justice française? La Cour de justice de la République, vous savez, sur lequel Buzyn, bien sûr, il y a des éléments. Parce que, en fait, on ne peut pas condamner un gouvernement pour un manque de résultats, d'avoir essayé et de s'être raté dans la stratégie. C'est très facile d'ailleurs après de le dire. Par contre, sur une obligation de moyens, oui, il y a toutes les raisons de condamner Agnès Buzyn. Sur, pour moi, un point qui est clé. Elle le disait dans Le Monde en mars 2020, c'était une folie de faire l'élection municipale. On n'aurait jamais dû envoyer des dizaines de millions de Français dans des endroits clos au pic de l'épidémie. Et là, les Macron et Buzyn et Véran ont tué des gens en envoyant des gens au pic de l'épidémie et des gens âgés en plus, pour aller voter sans protection, sans rien, alors qu'on ne connaissait pas cette maladie. C'est elle-même qui l'a reconnu que c'était une folie et qu'elle tremblait dans les meetings. Et ça, c'est passible à la Cour de justice. Oui, ce qui me frappe dans la gestion, ou plutôt la non-gestion de cette crise, c'est que pendant le premier confinement, souvenons-nous, parce que on perd un peu la notion du temps avec ces 18 mois. Le premier confinement, nous avons tous les soirs ce concert d'applaudissements, absolument ridicule, tout comme la messe de Salomon et de Defrécy. Donc, à l'époque, les soignants étaient nos héros. Ils étaient en première ligne, souvenons-nous, une sorte de guerre contre le Covid. 18 mois plus tard, on les oblige à se vacciner. Et s'ils ne le font pas, ils sont suspendus dans un premier temps. Mais en fait, on va vers la mort sociale. Ce qu'on veut, c'est les tuer socialement. De même qu'on a tué... Et Fimura a bien raison, les anciens, comme on dit, dans les EHPAD. Certains n'ont pas vu leur famille pendant des mois et des mois. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et de même qu'on tue socialement les jeunes actuellement. On parle beaucoup ces temps-ci de la pseudo-maladie de Lille. Et qu'est-ce que la maladie de Lille ? Et on dit c'est de la faute des étudiants qui se retrouvent et qui font des fêtes. Bon, bref, donc il ne faudrait plus que les jeunes s'amusent. Et là, maintenant, déjà, on prépare les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, en disant que, attention, on pourrait avoir un nouveau variant. Bref, on vit dans la peur permanente, c'est la terreur, et c'est un système. Et quand on s'insurge contre ce discours, cette doxa, eh bien, on est traité de complotiste. C'est le nouveau mot à la mode, la complosphère. C'est ainsi que certains médias sont désignés, la complosphère. C'est le nouveau point Godwin. On n'est pas d'accord, on est complotiste. Avant, on était raciste, on était fasciste, on est complotiste. Quand on est contre ce système et qu'on propose une voie alternative ou autre chose qu'on dit différente de ce système, on est complotiste. Ça en dit plus sur le système que sur les gens. Ça dit que ce système est un système un peu tyrannique puisqu'on ne peut pas dévier sur les idées. Mais alors, à qui profitent les crimes ? Plus totalitaire d'ailleurs que tyrannique, je pense, puisque c'est un système global et parfaitement ficelé, puisqu'on pouvait, dès le début, prévoir toutes les étapes de ce confinement, déconfiné, déconfinement, confiné, puis obligation vaccinale finalement, déguisée. Bien sûr, bien sûr. C'est ça le but. En fait, le gouvernement a géré cette crise, comme beaucoup de gouvernements en Occident, par une privation de liberté. Confinement, couvre-feu, comme on n'en avait pas vu depuis 1945, ça a été le mode de privation de liberté qui était une mode de gestion de l'épidémie. Alors que ça ne marchait pas, on le voyait bien. On le voit, par exemple, je donne juste une idée. Le Dakota du Sud et le Dakota du Nord, en fait, sont deux États voisins des États-Unis, l'un confiné, l'autre non. On a les mêmes courbes épidémiques, le même nombre de morts, alors que c'est la même population et les mêmes habitudes de vie. Donc on savait que ça ne servait à rien. Et puis attendez, on a même l'étude des eaux usées en France qui ont montré que finalement les courbes des fameuses vagues de contamination baissaient avant même qu'on ait commencé un confinement ou un couvre-feu. Donc finalement, on voit bien que tout ça n'est pas coordonné, n'est pas lié, que le confinement n'a pas provoqué la baisse de contamination. On a plein de preuves là-dessus. L'autre chose qui est étonnante, c'est cette stratégie du tout vaccin. Moi, je ne suis pas médecin, mais je regardais ce que disaient les grands médecins en janvier de cette année. Ils disaient quoi ? Ils disaient que de toute manière, avec le coronavirus, il y a des variants et que les variants feront échec au vaccin, passeront à travers le vaccin. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. En Israël. Et c'est ce qu'on voit en Israël, où le pays a été presque entièrement vacciné. Le plus contaminé du monde. Et qui a une explosion du pic épidémique. Et même,
pas mal de morts. Aujourd'hui, des cas graves, double voire triple vacciné, précisons-le. Mais ça, c'était obligatoire. Et en plus, il était obligatoire que, bien, quand tout le monde est vacciné, le virus essaye de survivre et de passer à travers le maille du filet, et les variants sont sélectionnés. Donc, c'était un échec vaccinal obligatoire. C'est ce vaccin-là, qui est un vaccin à ARN messager avec une protéine spike, qui ne vise que variant par variant finalement. C'est encore pire. Contrairement aux vaccins classiques Pasteur, qui eux permettent au corps de créer des anticorps contre tous les variants. Vous avez parfaitement raison. C'est un vaccin qui est incomplet à cause de cela et qui pose ses problèmes, avec aussi plein de problèmes expérimentaux. Plein de problèmes puisque c'est une technique expérimentale et personne ne sait les effets à long terme de ces vaccins. Alors les médecins ont beau nous rassurer, les médicaments, les problèmes graves sur les médicaments, généralement, on les trouve 3 ou 4 ans après leur commercialisation. Donc on ne sait pas du tout quels effets auront à long terme sur la population et sur la santé des gens ces vaccins. Alors sans rentrer dans les détails, je dirais, scientifiques ou médicaux, je n'en ai pas les compétences, ni la formation. Ce qui est intéressant de voir, c'est le pourquoi et le comment de cette opération. Parce que s'il y a vaccination obligatoire, pourquoi et à qui profite le crime ? Je cite simplement un chiffre. Pfizer-BioNTech, la firme qui donc commercialise le vaccin le plus apprécié, je dirais, si on peut le dire comme ça, annonce des bénéfices de 30 milliards de dollars pour l'année 2021, qui est un chiffre, je crois que c'est plus 30% du chiffre habituel pour cette entreprise. Donc, il y a tout de même des bénéficiaires. Oui, il y a des bénéficiaires, effectivement, et en fait, ça va beaucoup plus loin, parce que la technique ARN messager, c'est une technique ultra prometteuse. Fabrication industrielle de vaccins. Vous trouvez n'importe quelle bactérie, c'est très simple, vous la séquencez et vous avez votre vaccin qui est prêt. C'est 100 fois plus simple et économique que de créer un vaccin inactivé classique. Et en fait, il faut savoir que les firmes même veulent faire des pesticides anti-ravageurs à partir d'ARN messager qu'on balancerait dans la nature sans savoir ce qu'ils... Ah, c'est pas du tout rassurant, mais c'est industriel et c'est pas cher et on peut le répliquer parfaitement. Je pense qu'il y a le problème de l'argent, mais le deuxième, puisque le vaccin était un échec et que c'était une évidence, si je vous le dis, et si les grands scientifiques le disaient, c'est évident 9 mois avant que ça allait être un échec, ça allait pas nous permettre d'avoir zéro Covid. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est autre chose qui est visé derrière. Et ce qui est autre chose, c'est le pass sanitaire. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on rentre dans une société de surveillance. Grâce à cette crise Covid et à la peur qu'on a développée, on dit aux gens, eh bien, dites à chaque instant où vous êtes. Vous faites des loisirs, vous allez scanner votre QR code et de cette manière-là, on vous habitue en fait à déclarer à quel endroit vous êtes et que le gouvernement et l'État puissent vous suivre dans toutes vos activités. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, nous parlions tout à l'heure, en attendant notre rendez-vous avec Clémence, d'un livre qui a fait grand bruit l'année dernière, qui s'appelle La Grande Réinitialisation. Exactement. Ça va froisser les oreilles des auditeurs, mais aussi connu comme The Big Reset. Bref, ce livre qui a été coécrit par deux éminents directeur, l'un actuel, l'autre ancien du Forum économique mondial de Davos, et dont vous allez nous parler, je crois, Philippe Murer, parce que c'est important, c'est effectivement la mise en place, profiter de cette crise sanitaire pour instaurer effectivement un pass sanitaire, et en allant plus loin, une société mondialisée de télésurveillance, en fait. Tout à fait. Alors moi, ça a été une clé pour moi de compréhension en lisant ce bouquin qui a été écrit par quelqu'un d'hyper puissant qui connaît toutes les multinationales, le patron du Forum de Davos, Klaus Schwab. Je l'ai lu en janvier. En fait, qu'est-ce qu'il nous annonce ? Il est extraordinaire, ce monsieur-là, il est visionnaire. Je précise qu'il existe une version française sur Amazon, traduite en français. Voilà, et même, en fait, il est disponible gratuitement sur Internet en PDF pour les gens qui veulent le lire. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce monsieur qui est un mondialiste éminent et qui rassemble chaque année l'ensemble des multinationales, les plus grandes multinationales et des présidents mondialistes occidentaux, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit dans le bouquin ? Premièrement, le Covid, c'est la peste noire. Et donc, ça va changer la société comme la peste noire a changé la société au Moyen-Âge. Extraordinaire pour une maladie qui tue 1% des gens au maximum, contre 30% pour la peste noire, qui faisait des charniers. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est qu'en fait, il n'y aura pas de médicaments.
En fait, lui, il n'est pas médecin, mais il sait déjà en mai 2020. Oui, c'est ça, parce que là, il écrit quand ce livre ? Mai 2020. Mai 2020, oui. Il dit qu'il n'y aura pas de médicament et toute personne qui dit qu'il y a un médicament est un charlatan. Donc Raoult était déjà un charlatan et Monsieur Chave le savait mieux que tout le monde. Il dit aussi que le vaccin nous sauvera, mais qu'il faudra attendre 1 an et demi, qu'il faudra être patient. C'est marrant, il a tout décrit, c'est vraiment... Je n'interprète pas, mais il a tout décrit. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est ensuite ce qu'il dit. Il dit « La mondialisation est une catastrophe économique, les peuples sont dans une très grande colère en Occident. » Donc il reconnaît, le mondialiste, que la mondialisation est une catastrophe. Ensuite, il explique « Le danger, c'est le retour des nations. » À cause de cette colère, en fait, on a eu Trump, qui a essayé de démondialiser en mettant des droits de douane, par exemple, avec la Chine, et qui est le mal pour Schwab. On a eu le mal aussi avec le Brexit, la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, qui se retrouve en tant que nation, et les gilets jaunes en France. Il cite cela. Et on a Philippe Murer en France. Voilà. Non, mais moi, je fais partie de tous les gens qui essayent de se battre pour le peuple. Hein. Pas plus, pas moins. Il y a dans ce livre une formule qui est très, très intéressante, parce qu'elle résume tout. Les 2 auteurs, donc Schwab et Malray, jugent que les 7 milliards d'habitants de la planète Terre souhaitent que les 7 milliards d'habitants de la planète Terre ne résident plus dans plus d'une centaine de cabines séparées, mais à la place qu'ils résident dans 193 cabines du même bateau. Du même bateau. Ouais. Voilà, tous ensemble, le grand bateau, la grande plateforme monde, de marché. Voilà, cher à Jacques Attali, qui était l'un des précurseurs en la matière. C'est clair. Et il nous parle effectivement. L'homme nomade. Et derrière, il nous dit quoi ? Il nous dit, en fait, les peuples veulent retourner à la nation, c'est très très mal. Donc, ce qu'il nous faut, c'est première chose, dévier les luttes du peuple, les luttes sociales sur le problème économique, politique, sur Black Lives Matter, les LGBT, des choses comme ça. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il faut un monde numérique total, de la surveillance numérique partout. Il vous dit même vos toilettes deviendront connectées pour qu'on fasse des analyses médicales automatiques. Et d'ailleurs que l'État ou quelqu'un d'autre puisse savoir ce que vous faites. Et en fait, c'est quoi ? C'est la réaction finalement, ce livre, d'une caste mondialiste, en fait, qui voit que la mondialisation est une catastrophe, mais qui vit de la mondialisation et qui veut continuer la mondialisation. Pas de retour aux nations, on va surveiller un peuple qui est en colère. Pourquoi ils vivent de la mondialisation ? Parce que c'est un grand marché, donc il faut que tous les flux aillent très très vite. Il ne faut pas qu'il y ait des frontières qui bloquent le marché. Surtout pas, tout c'est homo economicus. Voilà, c'est l'homme n'est plus un citoyen, c'est un consommateur. Sans compter la puissance qu'ont acquis ces multinationales. Donc finalement, là, ce livre, évidemment, on a l'impression qu'il est totalement appliqué de A à Z. Il est appliqué, et alors ce qui va plus loin, c'est qu'en fait, on a une convergence, donc il est appliqué, la surveillance numérique commence avec ça, avec le pass sanitaire, mais il y a d'autres choses, en fait, qui sont déjà en chantier dans les lois françaises, c'est l'identifiant numérique unique. C'est quoi ? C'est un identifiant qui fera que quand vous irez sur Internet, on saura que c'est vous qui êtes sur Internet à tel endroit et que l'État pourra vous suivre à la trace sur vos activités. Alors là, on est en pleine dystopie, effectivement, et ce que vous dites, donc, qui commence à s'appliquer en France, d'ailleurs, tout comme la reconnaissance faciale, qui est testée dans certaines communes. Oui, Vauquier le fait en Rhône-Alpes. Ça évoque tout de même fortement ce que fait la Chine populaire, puisque avec le concept de crédit social dont vous allez nous expliquer, bon point, mauvais point des citoyens et punition à la clé, c'est-à-dire récompense. Voilà, punition récompense, c'est le bâton et la carotte, puisque si vous n'êtes pas bien noté par le gouvernement, vous pouvez plus acheter un bien immobilier, pas scolariser vos enfants ou prendre un billet d'avion. Voilà. Et en France, expliquez-nous ce que c'est exactement pour la Chine. Alors la Chine, le crédit social, c'est 2 choses. Des outils de surveillance qui sont la surveillance totale d'Internet. Excusez-moi Clément. Non, je vous en prie, on a très peu de temps, mais c'est tellement intéressant qu'il faut rapidement. Des outils de surveillance numériques d'Internet et aussi dans la rue de ce que vous faites avec des caméras de surveillance qui sont connectées avec l'intelligence artificielle et derrière les bons ou les mauvais points que disait Jean-Louis. Le problème, c'est qu'en France, on veut aussi aller au crédit social chinois et je vais vous expliquer les preuves que j'ai. Le pass sanitaire, l'identifiant numérique, l'argent numérique qu'ils veulent mettre en place et la société s'en cache, ça permet de surveiller partout. Et le pass sanitaire, c'est le début. Vous appliquez, vous avez une récompense, vous avez le droit d'avoir des loisirs. Si vous appliquez pas le vaccin, vous n'avez pas de loisirs. Or, vous n'avez même pas d'hôpital en fait, vous n'avez pas le droit d'accompagner vos enfants à l'hôpital. Même pas de soins. Oui, pas de soins, pas d'activité sportive. Pas d'activité sportive, donc c'est la catastrophe. Il faut quand même savoir que quelques éléments. Trudeau a expliqué qu'il trouvait le régime dictatorial chinois très intéressant. Trudeau étant le Premier ministre canadien. Donc c'est pas rien, je veux dire. Deuxième chose, les rapports du Sénat. Il y a un compte-rendu du Sénat sur le crédit social chinois. Donc c'est une doctorante de Hong Kong qui présente ça aux sénateurs. Quelle est la réaction des sénateurs face à cette dystopie, cette société à la 1984 de George Orwell ? Eh bien, ils disent « Ah mais c'est intéressant ».
En fait, tout à fait intéressant, il faut y réfléchir. Ça ouvre des horizons. Qui est censé être nos derniers remparts en plus. Exactement. Ça ouvre des perspectives. Et il y a même un sénateur, les Républicains, qui s'appelle Monsieur Hugonnet, qui dit de toute manière, ça arrivera en France demain. Pourquoi ? Parce que nous n'arrivons plus à gérer le peuple. Bon, sur ce, Philippe Murer, je propose qu'on se revoie et qu'on continue de suivre cette magnifique note d'optimisme sur notre avenir. Mais bon, l'optimisme, c'est que vous êtes là avec nous et qu'on peut encore se parler quand même. Donc, grâce à vous, Philippe Murer, je rappelle, vous êtes économiste dans le secteur de la finance de marché et vous avez publié ce livre « Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis vous, Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine et super partenaire pour ces interviews. Merci à vous deux. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.